François-Xavier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, les marchés des actions sont dans des formes éblouissantes avec des progressions à 2 chiffres depuis le début de l'année. Très bien, mais est-ce que ces hausses sont tenables dans la mesure où les économistes ont plutôt tendance à réviser à la baisse leurs anticipations de croissance? Oui, ça semble être une contradiction flagrante depuis le début de l'année. Alors bon, on sait que les marchés, c'est pas l'économie, c'est pas les marchés, mais enfin quand même, il y a une vague Il existe cohérence. un lien tout de même. Il existe un lien. Alors ce lien, on peut le faire déjà si on prend du recul, puisque en fait les marchés sont à peu près au même niveau aujourd'hui qu'ils étaient il y a 18 mois. Donc 18 mois de stagnation des bourses, 18 mois pendant lesquels l'économie a progressé, les profits ont progressé. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Les valorisations boursières qui avaient beaucoup monté puis beaucoup baissé l'année dernière sont normalisées à peu près sur leur niveau de la moyenne des 20 dernières années. Donc vous dites qu'il ne faut pas se laisser aveugler par cette progression assez stupéfiante et vertigineuse des indices des derniers mois. Non, parce que en plus, quand on regarde le détail, ce qu'on voit, c'est que la progression depuis le début de l'année s'est faite sur le prétexte d'un assouplissement de la position de la Federal Reserve, voire de la BCE en Europe. Donc les gens ont été soulagés par le côté monétaire et tout a monté. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, les cycliques qui auraient été les plus sensibles à des espoirs de rebond économique ont jusqu'il y a quelques semaines fait à peu près le même parcours que les défensives. Et quand on essaye de faire un lien entre l'économie et les marchés, on peut regarder le ratio cyclique contre valeur défensive par rapport à des indices d'activité. Et là, on voit que ça fait seulement 2-3 semaines qu'on voit un intérêt nouveau des investisseurs pour les valeurs cycliques et donc un début d'anticipation de reprise économique. Début d'anticipation de la part des marchés, mais je reviens à ma remarque initiale, c'est que les économistes, eux, voient plutôt la tendance continuer à s'éroder. Oui, alors ça se calme un petit peu récemment, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de révisions à la baisse. À la fin, sur quoi atterrit-on? Il semble que nous atterrissions à nouveau sur un niveau de croissance mondiale autour de 3,25, 3,30, soit par habitant à peu près 2,25, ce qui est un peu plus que la moyenne historique. Alors on a un graphique justement, alors ce qui est intéressant dans ce graphique, puisque c'est la croissance mondiale par habitant. Par habitant, oui. Et on voit, donc dans la partie droite de ce graphique, en effet, on est au-dessus de la moyenne historique, mais pas trop non plus, et que depuis quelques années, cette croissance du PIB par habitant est très peu volatile. Voilà, ça c'est la première fois. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qu'on n'a jamais vu historiquement, c'est-à-dire une volatilité très faible de la croissance mondiale agrégée, Chine, plus États-Unis, plus tous les pays émergents, plus l'Europe. Pourquoi? Parce que quand il y en a un qui accélère, l'autre décélère. Typiquement, l'année dernière, la Chine décélère, l'Amérique accélère. Là, en ce moment, c'est presque l'inverse qui se passe. Et donc, une grande stabilité, un peu au-dessus de la tendance. Donc, ça permet au profit de monter, au chômage de baisser, mais comme on n'est que très peu au-dessus de la tendance, très peu d'inflation. Et ça, évidemment, c'est un monde très favorable aux actifs financiers. Oui, parce que les banques centrales n'ont pas... Les banques centrales n'ont pas à s'énerver, Au contraire, elles doivent s'assurer, si jamais on a une petite phase de ralentissement, qu'on ne va pas tomber en déflation. Donc il y a toujours cette espèce d'alerte qui est très favorable aux actifs financiers. On a tout de même une récession dans l'industrie, ce qui fait que les services aujourd'hui surperforment et qu'une bonne partie de la cote cyclique industrielle est beaucoup plus sensible aussi en souffrance. Là, elle aurait, ces dernières semaines, plutôt tendance à se reprendre. Néanmoins, est-ce qu'on peut vraiment anticiper une amélioration du côté des cycliques, alors qu'on a une corrélation très forte entre cyclique et taux long? Or, quand les taux longs sont bas, généralement, on a une sous-performance des cycliques. Et donc, cette amélioration ne serait-elle pas qu'un feu de paille? Non, là, il y a un vrai sujet qui va, je crois, déterminer beaucoup des performances relatives des uns et des autres cette année dans les portefeuilles des actions, en Europe comme ailleurs. C'est de savoir quelle place relative on accorde aux valeurs dites cycliques et aux valeurs défensives, dans un contexte qui, comme vous le soulignez, qui a l'air complexe, qui est complexe, puisque on a une économie mondiale relativement stable à la fin, mais une dichotomie entre secteur des services et secteur industriel, manufacturier, qu'on a rarement vue.
Pourquoi? Parce qu'il semble qu'il y ait dans l'industrie aujourd'hui 2 secteurs qui arrivent à maturité, qui sont dans une phase de transition très délicate pour les industriels, qui sont le secteur automobile et le secteur des semi-conducteurs. En particulier le semi-conducteur affecté par la maturité du cycle des smartphones, l'attente d'une nouvelle génération, la 5G, etc. Et l'automobile, il y a eu énormément de ventes automobiles depuis 10 ans. Et là, on arrive un peu en bout de course déjà au niveau cyclique. Et en plus, on est en transition énergétique. Et ça a l'air de poser des problèmes pas possibles à toute une série d'acteurs, en particulier les constructeurs allemands, qui sont dans une situation incroyable, avec des stocks à ne plus savoir qu'en faire, et pourtant énormément de commandes. Donc c'est comme si les stocks qu'ils avaient n'arrivaient pas à remplir les nouvelles réglementations et les nouveaux souhaits des consommateurs. Donc ça crée une tension très forte entre tout un monde industriel, automobile, semi-conducteur qui va très mal, mais le reste de l'économie va très bien. Oui, mais alors justement, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce scénario d'un rebond des cycliques, d'un redressement des cours des cycliques, puisque si on est en phase de transition, on n'est pas face à un ralentissement uniquement de nature conjoncturelle, et c'est beaucoup plus long à digérer. Alors, ça fait quand même 15 mois déjà que l'industrie ralentit. 15 mois, c'est long. C'est vraiment long. Et c'est pour ça que ça fait sens, et c'est la façon dont nous commençons à positionner notre portefeuille chez Dorval Asset Management, ça fait sens de se dire, bon, au bout de 15 mois, peut-être que ça va durer 18, peut-être 20, on ne sait pas, ou peut-être que c'est maintenant le rebond, mais on a déjà une maturité de la décroissance. Aujourd'hui, par exemple, quand on demande aux industriels allemands quel est votre niveau d'optimisme, c'est un des plus bas niveaux d'optimisme. Donc on a envie d'acheter et de se dire, bon, un rebond est possible. Oui, mais j'insiste, pardonnez-moi, parce que votre argument est tout à fait valide si on observe et si on se cantonne à un raisonnement conjoncturel, c'est-à-dire on a un ralentissement, on a une demande qui est affaiblie, ça va repartir parce qu'on sait bien que ça va et ça vient. Si on est en phase de transition, est-ce que vous ne craignez pas justement que cette morosité ou cette déprime de ces secteurs des semi-conducteurs et de l'automobile, où c'est encore plus frappant, ne dure davantage? Ça peut durer encore quelques mois, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est de voir que l'étape de la baisse des commandes est derrière. Donc c'est un problème de stock maintenant. Et ça veut dire qu'on est déjà très mûr dans le ralentissement. Parce que si vous commencez à avoir les commandes qui remontent, ce qui est vrai dans les semi-conducteurs, pas tous, mais c'est vrai dans une partie, et ce qui est vrai dans l'automobile, eh bien, il y a un moment, ces stocks qui ont été créés, alors soit ils vont être passés par perte et profit, et du coup, il va y avoir des problèmes de profitabilité conjoncturelle dans l'industrie, mais pas de problème macroéconomique, soit ils vont pouvoir être en partie vendus, et on va avoir une reprise. Donc il y a quand même quelque chose de très très mûr dans le ralentissement, des stockages à surveiller, c'est ça dans les prochains mois ce qu'on va surveiller. Si ça se passe bien de ce côté-là, là il peut y avoir de la vitesse. Parce que le monde qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est un monde avec très peu de vitesse. Là où il peut y en avoir, là où il y en a eu depuis 15 mois, c'est l'industrie qui s'est écroulée et qui pourrait rebondir. Alors là, vous avez beaucoup parlé d'automobile, mais j'aimerais qu'on revienne également sur le secteur des semi-conducteurs, ô combien important, parce qu'on a des signaux très disparates, contradictoires, mitigés aussi. On a tout de même le patron d'Intel, le champion du secteur, qui a dit attention, prudence, parce que un trimestre, ça suffit généralement pas à purger tout ce qu'il y a à purger. Il faut être patient. Non, il faut être patient, c'est tout à fait clair. Et c'est pour ça que je comprends qu'il peut y avoir un problème de timing dans les portefeuilles. Et il faut, je crois, dans ces moments-là, être un peu modeste et accepter la volatilité. Dire, OK, on a probablement raison, espérons-le, sur la direction, le sens. Soyons patients, on ne connaît pas les timings. Et comme vous dites, sur tel ou tel sous-secteur, ça peut être plus long que sur d'autres. Donc aujourd'hui, votre positionnement, c'est plutôt un positionnement action? Alors, c'est un positionnement action modéré plus, si vous voulez, un peu au-dessus du neutre, parce que le cycle est favorable, les politiques monétaires sont favorables, et on a augmenté récemment le poids des cycliques dans les portefeuilles, parce que c'est le monde où la vitesse, la dérivée seconde, est susceptible de changer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une stabilisation à un niveau très très bas de l'industrie mondiale. On pense que, pour les raisons qu'on a évoquées, on pourrait voir la vitesse remonter d'ici l'été. Est-ce que, avec ce positionnement, vous ne jouez pas, d'une certaine façon aussi,
ce qu'on pourrait appeler la normalisation du sentiment des Oui. investisseurs, parce que aujourd'hui, quand on écoute un peu les uns et les autres, les intervenants de marché, on sent bien une réticence profonde à l'égard des actions. Et donc un investissement qui n'est pas en ligne avec les standards habituels. Il y a un double choc sur le sentiment des investisseurs. Le choc de la volatilité de l'année dernière, enfin de l'écroulement plutôt de l'année dernière au 4e trimestre, et en particulier de la liquidité qui s'est envolée. C'est particulièrement fort sur les petites et moyennes valeurs européennes qui ont subi un vrai traumatisme. Et puis le deuxième choc, c'est qu'effectivement, et c'est le sujet de notre interview, les économistes, les conjoncturistes, les entreprises, vous avez cité Intel, on pourrait citer BMW, Volkswagen, disent, écoutez, dans nos secteurs, ça va mal et il n'y a pas encore de rebond. Et donc, face à cette double contradiction et ce double choc, les gens sont attentistes. Maintenant, la logique, c'est que la remontée des marchés elle-même redonne de l'intérêt subjectif pour les investisseurs à la bourse. Et si les investisseurs voient que eh bien, l'Italie ne s'écroule pas, l'automobile allemande finit par absorber ce choc, que le semi-conducteur, il y a quand même une nouvelle vague qui arrive, le 5G en Chine, qui va redonner de l'appétit, mais tout ça va se stabiliser. Et là, il pourrait y avoir un retour non seulement de l'intérêt, mais aussi de la liquidité sur les petites et moyennes valeurs, par exemple. Donc ça, c'est un peu le pari que nous faisons d'ici la fin de l'année, ce retour d'intérêt et ce retour des transactions et de la liquidité sur les marchés qui ont été les plus traumatisés, petites et moyennes valeurs, les banques européennes, les obligations italiennes, ou plus généralement l'industrie mondiale, au Japon comme ailleurs. François-Xavier, merci. Merci.